Je vais vous proposer de commencer par un petit peu d'art contemporain. J'espère que ça va vous plaire. Je vais expliquer, ça va bien se passer. Donc ça, c'est un travail photographique de ce monsieur-là, qui est dans son lit, qui s'appelle Eric Pickersgill, et qui a voulu montrer le rapport de notre société actuelle avec les smartphones. Et son idée lui est venue dans une situation qui est à peu près comme celle-là, où il explique qu'il s'est endormi dans son lit en tenant son smartphone et qu'il a été réveillé par le bruit de son smartphone qui tombe par terre. Et il s'est dit, et c'est un photographe par ailleurs, il s'est dit, là c'est dingue, je me suis endormi dos à dos avec ma chérie et ce que j'ai regardé jusqu'à m'endormir, c'est mon smartphone. Donc vous pouvez trouver son travail sur internet, Eric Pickersgill, et sur le site removed.social. Donc toutes les photos que vous avez vues avant, c'est des vraies situations où il a demandé aux gens de ne plus bouger et il a enlevé les smartphones. Je vous invite à le faire avec vos amis des fois quand vous trouvez qu'ils sont un peu trop scotchés sur un smartphone et à les prendre en photo. Et pour moi, c'était assez révélateur et ça nous permettait, pour commencer cette session, de bien se remettre d'accord sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et pour aller encore plus loin, je vais vous poser des petites questions. Je vais vous demander de lever la main, celles et ceux qui ont un smartphone. Pas forcément aujourd'hui, mais dans la vie. Bien haut la main, que je vois, si c'est... Donc c'est bien tout le monde. Hein. Okay. Qui dans sa famille connaît une personne de plus de 16 ans qui n'a pas de smartphone? Votre famille, ses frères et sœurs et parents. Ok, donc il y a 2 personnes. 3. Alors, donc c'est les grands-mères, c'est ça ou... Quel âge? Il lutte, c'est ça? Oui, dans la cybersécurité. Ah, d'accord. Donc il a d'autres modes de communication. Maintenant, ceux qui ne dorment pas avec leur smartphone dans leur chambre peuvent lever la main. Donc vous dormez dans votre chambre et votre smartphone n'est pas dans votre chambre. Non, non, pas de smartphone physiquement dans la chambre, levez la main. Donc vous avez tous un smartphone et vous dormez tous avec le smartphone dans votre chambre. On est d'accord? Ouais. Okay. Et après, la dernière question, c'est qui, la semaine dernière, est sorti de chez lui ou elle, volontairement, sans son smartphone? Waouh! Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était pour courir? Non, même pas? Donc c'est un défi, en fait. C'est plus quelque chose de naturel, c'est un défi maintenant. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas un public que j'ai à convaincre parce que vous vous baignez dedans, mais ça me paraissait intéressant et je le redis pour la caméra qui est là-bas. Donc tout le monde a un smartphone et tout le monde dort avec le smartphone dans sa chambre. Avion ou pas avion, on a toujours le smartphone. Et je suis prêt à parier qu'en fait, vous passez au moins 23 ou 22 ou 22 heures par jour avec le smartphone à moins de 2 mètres de vous. Parce que j'imagine que s'il est dans votre chambre, il est sur votre table de nuit ou pas loin de vous, mais il n'est pas à l'autre bout de la chambre. Donc ça, c'est une réalité pour pouvoir parler, qu'il faut vraiment intégrer, pour pouvoir parler de la communication. C'est le premier nom que j'ai donné à cette conférence parce que je vais faire un peu plus large que juste le marketing digital pour vos projets. C'est une première base à poser et dont il faut avoir conscience. Et la question, si je l'avais posée à vos parents, il est probable qu'on ait eu des réponses un peu moins marquées, mais quand même dans le même domaine. Nawal, vous avez participé ou pas? Parce que vous... Donc c'est pareil, donc elle est comme vous. Hein. Michael et moi, peut-être que Michael n'a pas son smartphone dans sa chambre, je crois. Il est, ouais. Bon, mais il est dans ta chambre. Voilà, donc je vous invite à aller regarder le travail de ce monsieur. Et il y a des photographes qui se sont amusés à faire la même chose à travers le monde. Et c'est assez intéressant pour mettre en exergue un peu l'époque dans laquelle on vit. Et il prend que des photos avec ce vieil appareil. Et donc on va enchaîner sur le nom qui vous a été présenté
de cette conférence, avec au programme donc d'abord un retour sur ce dont on vient de parler, l'avènement du smartphone. L'idée, c'est que je vais le faire assez rapidement, mais il y a 2 personnes dans la salle qui ne sont pas dans votre formation. Donc on va remettre tout le monde un peu au même niveau de connaissance sur les outils, les smartphones et les outils digitaux et les plateformes digitales qui vont avec. Deuxième partie, on va parler des contenus, de la stratégie de contenu et la stratégie de publicité. Donc c'est la communication par le contenu ou par la publicité. C'est les 2 principaux modes de communication sur des supports modernes. Et puis enfin, on va surtout passer à une étude de cas. L'objectif aujourd'hui, c'est que je puisse vous témoigner d'expériences réelles que j'ai menées en vous donnant les astuces réelles qu'on a mis en place et la réussite réelle que ça a généré. Et en fait, l'étude de cas, elle va un peu raconter ça. Ouais, ça c'est Benoît Dujardin qui cherche à se baigner, mais sans le dire. Coureur de l'extrême! Donc vous verrez tout à l'heure comment on a pu financer un documentaire en partant de rien et en se cassant la gueule dans des cours d'eau, à l'organisation d'une course, l'Urban Trail de Poitiers, qui a eu lieu en septembre et qui a réuni plus de 2000 personnes sur la place d'Armes. Donc tout un tas d'opérations qui en fait ont réussi et ont marché grâce au marketing digital, à un peu d'astuces et peu de moyens. Beaucoup d'astuces et peu de moyens même. Et cet après-midi, l'idée c'est que je vais vous proposer des travaux pratiques, donc un cas réel, et je vais vous demander d'y travailler et faire des propositions surtout à une entreprise que j'accompagne. Donc je vous invite à sourire parce que vous êtes filmé par le Gugus qui est derrière vous. À sourire d'ailleurs, hein, c'est plus français, je vous invite à sourire. Sachez que cette conférence sera mise sur YouTube après, donc on ne verra pas trop vos têtes, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez prendre des notes, mais vous pouvez aussi des fois vous détacher un peu de votre ordinateur. Vous retrouverez le contenu dans son intégralité. Alors, qui vous parle? Donc mon nom est Benoît Dujardin. Je suis né dans une équipe, c'est-à-dire que j'avais 2 frères, 2 sœurs et puis mes parents, donc on était 7 dans la famille. Et le fait d'être né dans une famille nombreuse a fait que j'étais, dès le plus jeune âge, très intrigué par les mécanismes de l'attention, parce que quand on est au milieu d'une fratrie bien fournie, on va dire, on essaie toujours d'avoir l'attention de ses parents, parce qu'il faut pouvoir se faire entendre et réussir à communiquer des messages ou des demandes auprès de ses parents. Et depuis que je suis très jeune, je suis passionné d'image et de design. L'image, ça a passé par la création de clips vidéo quand j'étais petit avec mon caméscope et avec mes copains, notamment autour de la pratique du basket, un sport que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup pratiqué. Et le design, c'était... alors comme j'étais fan de la NBA et qu'ils sont très forts en marketing, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient dans leur univers. Au-delà de juste le basket avec le fait de mettre un ballon dans un panier, il y a le design des logos, le design des maillots, le design des salles, un environnement de spectacle qui est vraiment très agréable en NBA. Et donc il m'a suivi, et après j'aime bien l'art contemporain, vous avez vu la petite expo tout à l'heure, et tout ce qui tourne autour du design. Donc j'ai 35 ans depuis 2012, et 2012 c'est la date de la création de mon entreprise qui s'appelle Momentum Production. Donc Momentum Production est une entreprise de marketing digital et de production audiovisuelle. Et je suis un ancien de l'IAE, donc j'ai été, il y a quelques années, j'ai glandé au fond de l'amphi il y a quelques années avant vous, dans les cours de compta. Voilà. Et Momentum Production, aujourd'hui on fait ça.
Nos clients sont principalement dans le domaine du tourisme, de l'économie au sens large et du sport. J'ai travaillé pendant longtemps au PB86, le club de basket de Poitiers, pendant 7 ans, à un poste qui est maintenant occupé par un ancien de l'IAE qui s'appelle Paul Auboin. J'ai travaillé avec l'équipe de France de basket, avec des joueurs de la NBA. Je travaille encore avec des clubs professionnels en France. Et ça, c'est une petite partie de mon activité. La principale partie, c'est l'économie et le tourisme. On fait du conseil au marketing digital et on produit les contenus qui peuvent permettre aux structures d'être efficaces en marketing digital. Il y a 3 grandes phases dans notre travail. La première phase, et c'est les grandes phases de ce qu'on doit faire en marketing digital, la première phase, c'est de capter l'attention. Ce n'est pas une phase facile, mais ce n'est pas forcément la plus difficile des 3 phases. La deuxième phase, c'est de diffuser un message, donc de faire entendre son message après avoir capté l'attention, surtout. Et la troisième phase, la plus difficile et la plus cruciale, c'est de susciter l'adhésion, donc créer de l'engagement. Vous connaissez ça, on en reparlera tout à l'heure pour ceux qui sont un peu plus neufs dans le métier. Mais donc, si on ne fait pas ces 3 phases, on n'a pas réussi notre travail parce que capter l'attention avec une vidéo de chat, tout le monde sait faire. Mais faire passer un message sur les métiers de l'industrie recrute, c'est plus compliqué et ça ne peut pas se faire avec une vidéo de chat. Quoique, faut y réfléchir. Et puis la présentation plus rébarbative de mon activité, c'est mes collègues et mon réseau LinkedIn qui m'ont permis de l'écrire. Je vais éviter de vous embêter trop avec ce message. Je vous laisse le temps de le lire. Et j'en profite pour vous donner 2-3 astuces. Alors je vous invite à chercher, ça vous allez le noter parce que je ne l'ai pas mis dans ma présentation, une conférence qui s'appelle « How to avoid death by PowerPoint ». Comment éviter la mort par le PowerPoint, ou comment éviter de tuer son audience avec un PowerPoint. Et cette conférence vous explique notamment, c'est un TED Talk, vous explique notamment que par exemple quand on écrit des choses sur un slide de PowerPoint, il ne faut pas les lire et les montrer en même temps. Si je l'avais lu en même temps et que je ne vous avais pas laissé lire, vous n'auriez rien retenu. Par ailleurs, il faut éviter les slides où il y a trop de texte comme ça. Là, c'est le maximum que je vais faire aujourd'hui, rassurez-vous. Et puis, une deuxième petite astuce aussi, les textes sont plus faciles à lire quand une ligne de texte est composée entre maximum 75 caractères et minimum 45 caractères. C'est pour ça que les journaux, par exemple, font des colonnages et qu'on n'a pas des textes qui prennent toute la page. Et donc, si on revient ici, vous avez des phrases qui font, je crois, 58 caractères de long. Alors, on va commencer avec l'avènement du smartphone. Donc là, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais ça permet de recontextualiser, et puis aussi de faire un petit retour historique. Vous êtes un peu plus jeune que moi, donc il y a des périodes que vous avez moins vécues. Et donc, on va en reparler. En commençant par l'avènement du smartphone, en commençant par parler de l'histoire des médias, un retour rapide, et puis après on parlera de comment communiquer avec un smartphone, et puis on refera un tour des différentes plateformes. Donc ça c'est des choses, la troisième partie que vous connaissez mieux. Donc l'histoire des médias, ça commence par la presse écrite et la sortie du premier journal en 1778. Alors à chaque fois, je vais vous donner les infos les plus précises qu'on ait pu trouver. Mais il se peut très bien que, il y avait des gens qui écrivaient sur des papyrus avant qu'on fasse des journaux, hein, donc j'ai pris des dates symboliques, on va dire. Ne les prenez pas comme des dates définitives sur ces différents éléments. Donc le premier média vraiment de masse, c'est le journal qui est sorti en 1778 et qui a capté l'attention de beaucoup de monde parce qu'on diffusait de l'information sur le journal. Ensuite est arrivée la radio en 1920. 1920, c'est à peu près la période où ça a commencé par être adopté par le grand public. Ça ne veut pas dire que le poste de radio a été inventé en 1920, c'est quand est-ce que c'est devenu, en anglais on dit ça mainstream, donc grand public, comment la masse a pu se saisir de ce média. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que pour tout ce qui est communication marketing, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau média, les annonceurs sont restés sur le média d'avant, parce qu'ils ont été surpris par le nouveau média, ils n'y ont pas cru. La radio, on n'y a pas cru au début, donc on est resté sur de l'annonce publicitaire dans le journal, par exemple. Ensuite est arrivée la télé, où on n'a pas cru à la télé parce qu'on pensait que ça n'avait pas de sens, et on continuait à faire de la pub sur la radio,
alors que la télé est devenue assez rapidement, à partir de 1940, l'outil le plus utilisé. Et on vit la même chose depuis 2007 avec l'arrivée du smartphone. Donc le smartphone, le téléphone intelligent. Donc ce n'est pas le téléphone portable, le smartphone. Hein. Le smartphone, c'est le téléphone portable qui permet d'aller sur Internet, pour résumer. Hein. Enfin, qui permet de faire plus de choses que juste envoyer des textos. Les smartphones en 2007, et puis en 2017, la révolution, les smartphones trop chers. Ça, c'est Apple qui a réussi à aller jusqu'à des smartphones qui coûtent 1 500 €. Ça, c'est, au-delà de la blague, c'est aussi un marqueur important, qui veut dire que parce que ces smartphones trop chers se vendent très bien, j'en ai un, donc vous pouvez vous regarder et vous moquer les uns des autres. Mais le fait que le grand public adopte ces smartphones et paye ce qu'on payait à l'époque, une belle télévision pour un smartphone, c'est une preuve de plus de l'importance qu'a pris le smartphone dans nos vies et dans nos sociétés. Et pour autant, aujourd'hui, on est dans une période où on a des clients qui communiquent encore beaucoup dans la presse papier, qui communiquent au cinéma, dans les pubs cinéma, et qui communiquent sur les pubs à la télévision. Alors, la télévision qui a pris un coup de vieux en quelques années assez incroyable. Et je ne sais pas, est-ce que quelqu'un... Qui d'entre vous regarde la télévision déjà? Vous regardez la télévision? Ok, donc c'est une petite majorité, mais une toute petite majorité. Et qui parmi ceux qui regardent la télévision regarde les pubs? D'accord. C'est votre métier qui fait que vous avez envie de regarder les pubs, ou vous n'avez pas compris que vous pouvez sortir le portable et faire autre chose? C'est le métier? Ouais. Parce que moi, en général, pub, je vais aux toilettes, ou je vais chercher à manger, je regarde mon smartphone. Et en fait, je regarde les pubs quand j'ai fait... soit quand je suis trop fatigué pour me lever, soit quand j'ai fait tomber la télécommande, enfin, mais je ne sais pas si c'est partagé ici. Mais voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, on a encore des annonceurs qui mettent beaucoup d'argent dans la télévision. C'est très bien pour nous, les marketeurs, parce que ça nous laisse beaucoup de place sur le digital. Mais ce qui se passe vraiment, c'est sur les écrans. On peut imaginer aussi que des gens qui sont dans une voiture vont probablement moins regarder les panneaux sur les routes que leur smartphone s'ils ne sont pas en train de conduire, les panneaux d'annonces publicitaires sur les routes, ou discuter avec leurs voisins. Mais en tout cas, l'attention est très dirigée dans les smartphones. Et encore une fois, je parle d'expérience parce qu'on a mené beaucoup de campagnes où on se reposait uniquement là-dessus. Donc communiquer sur un smartphone, je vais vous la faire très très courte parce que vous connaissez la chose. On a la possibilité de communiquer avec des textes, donc des textes qui sont soit sur des sites web, soit dans les réseaux sociaux, soit sur des blogs, enfin sur différents supports. On peut communiquer avec des images. Je vous présente Marty, mon chat, qui a un peu grandi depuis. La voix, avec notamment les podcasts, qui font un retour très très fort. C'est pas une arrivée les podcasts parce que ça fait un moment que ça existe, ça a été à la mode il y a quelques années. Ça a connu un coup de mou et là il y a un vrai renouveau des podcasts, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est une très grosse tendance. Et puis enfin la vidéo. La vidéo en fait c'est, on va dire, c'est l'arme atomique de la communication digitale parce qu'on est beaucoup plus dans une époque où on préfère regarder des images que lire des textes. Je vous ai mis 2 exemples de formats vidéo qui sont plutôt bien adaptés aux réseaux sociaux notamment, et que vous allez regarder tout de suite. Donc celle-là, je la trouve particulièrement réussie. Creapills, je vous conseille, vous connaissez peut-être déjà.
Et ce qui est intéressant dans cette pub, c'est qu'elle est assez longue et pour autant, elle a maintenu votre attention du début jusqu'à la fin parce qu'il y a un suspense. On se demande, enfin, je vous entendais dire, ça va être de pire en pire, et on se demande quelle va être la chute. Notamment parce qu'il y a ce texte en haut qui vous dit, qui vous pose une question et qui vous invite à regarder le contenu. Ça, c'est le bon format de vidéo sur les réseaux sociaux, puisque c'est un format carré. Alors, oui, je l'ai encore à l'écran, mais pas vous. C'est un format carré. L'intérêt des formats carrés, c'est que vous le savez probablement déjà, mais sur un écran de smartphone, le format classique habituel de 16/9 va prendre cette place uniquement, alors que le carré va prendre plus de place. Plus on peut avoir de place, mieux on est vu, et plus c'est intéressant. Pourquoi on ne va pas au-delà du carré? Parce que si on va au-delà du carré, on n'a plus les endroits avec les call to action pour liker, commenter et partager. Donc à noter pour plus tard, vos publications Facebook, c'est mieux de faire des vidéos et des photos carrées. Et puis c'est bien quand il y a un peu de texte ou des sous-titres. En l'occurrence, là, il n'y avait pas de... Personne ne parlait, donc il n'y avait pas besoin de sous-titres. Oui, parce que sur certaines... moi, quand je regarde une vidéo sur Facebook ou Instagram, des fois, ça sort de mon écran, je sais pas... je vois pas tous les... C'est bizarre, hein. Vous voyez pas quoi? Je vois pas les côtés de l'écran, quoi. S'il y a des sous-titres, je peux pas les voir. Alors, il va falloir qu'on regarde votre smartphone. Pourquoi il y a des sous-titres sur les vidéos sur Internet? C'est parce que 70% de la consommation des vidéos se fait sans le son. Par exemple, ceux qui s'ennuient au fond, là, peuvent regarder des vidéos pendant que je parle, et avec les sous-titres, ils pourront savoir de quoi ça parle. Et le nouveau format, qui n'est pas si nouveau, mais qui a pris une ampleur très impressionnante, c'est le format Stories. Alors, le Stories, donc vous connaissez, mais s'il y en a qui ne connaissent pas, je reprécise. Donc c'est sur différentes plateformes réseaux sociaux, notamment, alors ça a été inventé par Snapchat, ça a été copié par Instagram, et après par Facebook, et maintenant même YouTube, tout le monde fait des stories. Le concept de la story, c'est une vidéo 16/9, mais en verticale, qui dure entre 10 et 15 secondes selon les cas, et qui a une durée de vie éphémère, donc qui dure 24 heures. Et on peut faire plein de stories différents dans la même journée. Donc je pourrais très bien faire 24 heures de story de suite, elles s'enchaîneraient si je les publiais. L'idée de la story, l'importance de la story, pourquoi? Parce que c'est vraiment l'outil le plus utilisé aujourd'hui pour la consommation du contenu sur ces plateformes-là. Et vous avez vu probablement même des gens qui disent dans leur story, attention, j'ai un nouveau post sur ma page, allez le voir. Ce qui peut paraître un peu surprenant parce que à l'origine, on va d'abord voir le monsieur qui est content parce qu'il a mis un panier. Et en fait, maintenant, il y a tellement de contenus qui sont dans le flux d'actualité que certains communiquent par la story. Alors, on va enchaîner avec les plateformes. Vous auriez vu ma présentation l'an dernier, je me serais concentré beaucoup sur la présentation des réseaux sociaux en parlant un tout petit peu de Google. Cette année, par rapport à ce que j'ai fait dans mon travail l'année dernière, on va parler un peu plus de Google, on va parler aussi de Google et du SEO, donc le SEO, le Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, le référencement naturel comme on l'appelle aussi. C'est comment je me débrouille pour que le contenu de mon site me permette de monter en haut de la recherche dans Google. Donc pourquoi ces deux grands volets? Parce qu'aujourd'hui il y a deux façons principales d'accéder au contenu sur Internet. On va assez peu, sauf vraiment sur des marques très fortes, sur des sites dont on connaît le nom du nom de domaine. Moi, je vais aller sur nba.com parce que je sais que c'est le site de la NBA, ça m'intéresse. Sur quelques sites comme ça, mais la plupart des accès va se faire par Google, donc par la recherche et par les réseaux sociaux. Dans la recherche, pourquoi j'ai parlé de Google? Parce qu'en France, 90% des recherches se font sur Google, 5% se font sur Bing. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Et 1,8% se font sur Yahoo. Il faut savoir que Yahoo est pourtant un moteur de recherche qui existe depuis beaucoup plus longtemps que Google, mais qui avait une autre façon de référencer le contenu à l'époque. C'était une façon plutôt annuaire, on va dire, avec des rubriques, et on allait dans les rubriques. Et tout ça. On pouvait faire la recherche, mais ils avaient plutôt un angle divertissement, puis en dessous il y avait différentes catégories, on rentrait, puis on allait trouver les sites par ce biais-là. Et Google est le premier à être arrivé, et ça vous l'avez probablement pas vécu, le premier à être arrivé en fait avec juste tape ta recherche et on va trouver ce que tu veux.
Donc les plateformes moteurs de recherche, les principales c'est ça. En fait, on va retenir surtout que Google, parce que c'est là-dessus que se passe l'essentiel de la recherche aujourd'hui. Google, qui est le premier moteur de recherche, en fait, là où je ne suis pas totalement exact sur ces stats, c'est que le deuxième moteur de recherche aujourd'hui en termes de quantité de recherche, c'est... Non, c'est YouTube. Parce que YouTube, malgré tout, ça reste un endroit où on va faire beaucoup de recherches. Et quand vous allez sur YouTube, vous avez vos chaînes sur lesquelles vous abonnez, mais vous allez aussi... Alors, effectivement, il y a d'autres plateformes qui sont nées récemment. J'ai pas tous les noms, mais... Quant, non? C'est ça, oui. Quant, et puis il y en a d'autres qui, avec des valeurs écologiques et tout ça. Mais ce n'est pas les plus efficaces. Toute petite parenthèse. Donc, l'art contemporain que je vous ai montré au début, les photos noir et blanc des gens devant leur smartphone, c'est une réalité. On pourrait débattre sur le fait est-ce que cette réalité est triste ou pas, tout comme on pourrait débattre sur est-ce que Google c'est bien, c'est pas bien. Globalement, c'est plutôt pas bien en termes pour l'avenir de notre planète. Mais aujourd'hui, on est dans une conférence marketing. Je vais vous expliquer comment utiliser ces outils. Donc, je ne vais pas faire de romantisme, on va dire, et je vais être assez pragmatique. Par contre, je vous invite à faire un bon usage de ces outils parce qu'on peut en faire beaucoup de choses très négatives. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais Donald Trump et tout ça sont des exemples assez intéressants de l'utilisation des réseaux sociaux, soit pour truquer une élection, soit pour raconter n'importe quoi au monde entier après pendant des années. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails éthiques, ça ne m'empêche pas d'avoir un avis sur le sujet. Et je crois il transpire mon avis, c'est que je suis très dubitatif par rapport à où nous emmènent tous ces supports. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer comment ils fonctionnent et en espérant que vous en fassiez un usage plutôt positif. Donc, les réseaux sociaux, le premier réseau social en termes d'utilisation, on pourrait considérer que c'est YouTube, même si ce n'est pas tout à fait un réseau social, mais ça rentre un peu dans la catégorie des réseaux sociaux. 46 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup. Alors après, ce n'est pas le réseau social avec le plus d'engagement parce que votre grand-mère va peut-être se regarder une fois YouTube dans le mois et elle sera comptée dans ces 46 millions d'utilisateurs. Ensuite, on a Facebook qui est le réseau social, le premier gros réseau social à avoir marché. Il y a eu d'autres réseaux sociaux avant Facebook qui n'ont pas connu le bon, en anglais on parle dans le langage des startups de time to market, donc la rencontre entre le marché, la demande des utilisateurs, le fait que les utilisateurs soient prêts à ce type de produit et de leur présenter un produit. Donc Facebook, historiquement, qui utilise Facebook ici? Levez la main s'il vous plaît. Ok. C'est en cybersécurité, on vous a dit pas Facebook, c'est ça? Ouais. Donc, beaucoup utilisent Facebook, mais peut-être que vous utilisez beaucoup Instagram aussi, non? Qui utilise Instagram? Voilà. Donc, qui utilise plus Instagram que Facebook? Voilà. Donc Facebook, c'est pour les vieux, mais ça marche très bien chez les vieux. Et par les vieux, j'entends 30 ans et plus. Donc, c'est pas si vieux que ça, en fait, les vieux. Instagram, c'est plus dans votre génération, même si les vieux y arrivent. Alors, il faut que vous sachiez que ce qui se passe sur les différentes plateformes, systématiquement, c'est qu'au début, elles sont adoptées par plutôt un public jeune ouvert à la nouveauté. Elles sont plutôt libres et elles ont une audience, un reach, comme on dit. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de reach. C'est les personnes qui vont être touchées par ma publication. Elles ont un reach assez fort. Et puis après, donc, ce qui se passe, c'est deux choses. Un, les adultes arrivent, donc les jeunes se barrent sur une autre plateforme pour être tranquilles sans les parents. Et deux, les marketeurs pourrissent tout, et donc les plateformes sont obligées de baisser le reach, notamment des annonceurs, pour que ça reste des réseaux sociaux où vous avez votre tissu d'amis qui vous parle. Donc, très clairement, ce qui s'est peut-être passé avec vous, mais en tout cas ce qui se passe en ce moment, c'est que les jeunes se sont barrés de Facebook pour aller sur Instagram pour être tranquilles sans les parents. Les parents arrivant sur Instagram, alors Instagram et Snapchat, donc je vous ai laissé les chiffres, 17 millions, Instagram 13 millions Snapchat. Snapchat, on pourrait se dire, oui, en fait, Instagram a tué Snapchat parce que Instagram, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, a copié sans vraiment se poser de questions le concept de story de Snapchat. Et c'est là qu'il y a eu le gros boom d'Instagram, c'est par l'arrivée des stories.
On pourrait se dire que Instagram a tué Snapchat en faisant ça, mais il y a quand même encore 13 millions d'utilisateurs de Snapchat, donc ça reste une plateforme intéressante et à ne pas négliger parce que peut-être qu'il vaut mieux être très fort sur Snapchat où il y a moins de pollution des annonceurs que d'être fort sur Instagram qui a beaucoup plus d'annonceurs déjà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des applications. Alors Instagram, c'est une application principalement de photos qui est devenue une application où la story est très forte. Donc la story, on l'a montré tout à l'heure. Snapchat, c'est une application plutôt à l'origine de messagerie où on s'envoie des messages instantanés qui vont disparaître. Donc je vous envoie une vidéo de moi, vous la recevez, elle disparaît. Qui était adoptée beaucoup par les jeunes. Et vous imaginez ce que quand on est jeune et qu'on découvre des choses dans la vie, on peut faire avec des vidéos qui sont éphémères et qui disparaissent. Et puis Snapchat, c'est un concept que je trouve pour ma part très intéressant parce qu'on rentre dans la notion de droit à l'oubli, un contenu qui va disparaître et ne pas rester toute notre vie sur le web. Contrairement à ce qui peut être sur Facebook ou même sur les sites internet et référencé par Google. Et Snapchat a donc connu un élan quand ils ont développé les stories qui permettaient d'avoir un contenu qu'on partage à tout le monde. C'est pas juste un message qu'on envoie à une personne et qui va avoir une durée de vie plus longue que juste le message, qui va avoir une durée de vie de 24 heures. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Après, Twitter est encore relativement efficace, 12 millions d'utilisateurs. Il y a des gens qui s'en servent très bien, par exemple Cyril Hanouna de l'émission TPMP, qui n'est pas mon émission préférée, mais qui est une émission qui marche beaucoup. C'est intéressant, même si vous n'aimez pas certains contenus, de vous poser la question de pourquoi ça marche. Cyril Hanouna s'est beaucoup reposé sur sa communauté Twitter. Et aujourd'hui, si vous posez un problème à Cyril Hanouna et qu'il vous envoie sa communauté Twitter, vous pouvez passer un sale quart d'heure parce que vous allez vous faire massacrer par des tweetos. Donc c'est toujours intéressant de regarder comment les choses marchent, même si on n'est pas les premiers fans. Twitch, vous connaissez, qui connaît Twitch? D'accord, donc là il faut s'y intéresser. Twitch, c'est une plateforme de diffusion en streaming. Ça pourrait être un peu assimilé à YouTube, mais pas tout à fait. Et Twitch, c'est un endroit où il y a des gens qui diffusent du contenu. Alors au début, c'était pour des gens qui jouaient aux jeux vidéo et qui se filmaient et qui montraient leur partie de jeux vidéo. Et en fait, maintenant, comme ça se passe sur toutes les plateformes, les marketeurs ou les gens qui veulent développer leur personal branding se ruent sur Twitch parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire sur Twitch et il y a un public pour Twitch. Et puis, alors il y a deux plateformes que je n'ai pas évoquées. On va voir si vous les trouvez. Est-ce que j'ai oublié des réseaux sociaux qui, pour vous, sont importants? Il y a TikTok, mais c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, donc pas tant que ça, mais c'est Vous avez un bon point. Ouais, vous avez un bon point. Ouais. on en entend vachement parler, notamment sur Twitter, on voit pas mal de vidéos qui sont issues de la plateforme-là. Après, en termes d'utilisateurs, je sais pas, mais c'est pas nous la cible prioritaire. Et un autre? Ok, vous êtes bon. Donc TikTok et LinkedIn. Alors TikTok, effectivement, moi c'est pas ma cam TikTok, mais je m'y intéresse quand même. La cible TikTok, c'est plutôt 13 ans et moins. Donc à l'origine, c'est une application. Il y avait deux applications. Je ne sais plus le nom de la première. Je sais pas si ça s'appelait déjà TikTok. Et l'autre c'est Musical.ly. Et donc c'est une application où en fait vous pouvez vous filmer. Il y a les paroles d'une chanson, vous pouvez vous filmer, vous pouvez mettre au ralenti, comme ça vous pouvez être sûr de faire les paroles comme il faut. Et vous vous filmez soit en train de chanter la chanson, soit en train de faire la choré, et puis vous balancez la vidéo. Nous, qui ne sommes pas tout à fait la cible, on peut trouver ça un peu débile, même si de temps en temps on voit des contenus marrants. Mais ça a quand même 4 millions d'utilisateurs. Et il faut vous dire que si vous trouvez ça débile, vos parents trouvaient qu'Instagram était débile. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'Instagram est génial. Donc attention à ce que je vous disais tout à l'heure sur les Hanouna et tout ça. Si on trouve que des gens sont un peu débiles et tout, mais qu'ils ont trouvé un support de communication qui marche bien, oubliez qu'ils sont débiles, essayez de comprendre comment le support marche bien. Et si vous trouvez qu'une plateforme est débile, attention, vous êtes en train de vieillir. Donc TikTok, important, et LinkedIn. Alors LinkedIn, il y a en nombre d'inscrits, c'est un chiffre très impressionnant. Là, c'est les utilisateurs réguliers mensuels. Ces deux plateformes, donc, qui sont les dernières de la liste, sont à mon sens deux plateformes auxquelles vous devriez vous intéresser beaucoup aujourd'hui. TikTok, déjà pour comprendre comment fonctionne la génération d'après, parce que quand vous serez en poste senior dans 4-5 ans, eh ben, vous communiquerez vers ces gens-là, peut-être, si vous voulez vendre des trucs pour les jeunes de 18 ans. Donc si vous pouvez comprendre un peu leur psychologie ou comment ils ont été éduqués au digital, c'est pas plus mal pour vous.
Et LinkedIn, c'est une plateforme qui a un intérêt, c'est qu'elle n'a pas encore baissé son reach. Donc le reach, encore une fois, c'est le nombre de personnes qui sont touchées par une publication que j'envoie. Facebook a dû baisser beaucoup le reach de ses pages. Donc sur Facebook, il y a les profils, ce sont les personnes. Il y a les pages, ce sont les marques, au sens large, ou les associations, ou tout ce que vous voulez. Et Facebook, il y a eu tellement de marques qui sont venues sur la plateforme qu'ils ont dû baisser le reach des marques pour que dans votre fil d'actualité, vous continuiez à voir vos amis d'abord. Et qu'entre vos amis, il y ait des messages des marques. Et s'il n'y avait eu que des marques, vous auriez tous fui de Facebook. Vous avez fui pour d'autres raisons, mais vous auriez fui encore plus vite. Aujourd'hui, sur LinkedIn, le reach n'est pas encore... alors, sur Instagram, ça va se casser la goule dans 3 à 6 mois. Donc, si ici, il y a des gens qui sont influenceurs ou influenceuses sur différents sujets, sachez que ça va se casser la goule pour vous parce qu'ils vont monétiser les espaces et donc ils vont baisser le reach. Quand on baisse le reach, ça veut dire que naturellement, les pages qui mettent du contenu touchent beaucoup moins de monde. Et pour toucher du monde, il faut payer, il faut acheter des pubs. C'est le modèle économique de ces plateformes. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que sur TikTok et LinkedIn, qui sont donc LinkedIn qui n'a pas encore le volume suffisant pour concurrencer d'autres plateformes, le reach est très important. Je le teste régulièrement, moi. Et sur TikTok, là, vous pouvez vous créer une communauté et avoir déjà beaucoup de monde, parce que c'est en freestyle no limit. Mais dans quelques années, il sera trop tard. En fait, il faut être des... j'essaie de trouver une traduction à early adopters, des premiers utilisateurs. Pardon ? Les adeptes précoces. Voilà. Donc, c'est intéressant d'être des adeptes précoces sur ces plateformes-là parce que ça vous permet de construire tout de suite une audience et de développer la marque. Donc, que ce soit pour vous, pour les entreprises dans lesquelles vous travaillerez, ce ne serait pas idiot pour une entreprise qui vise plutôt un public d'adultes, d'être déjà sur TikTok et d'essayer de comprendre comment ça marche et de travailler dessus. Tout comme il y a des gens qui à l'époque utilisaient Vine, je ne sais pas si vous avez connu Vine, V-I-N-E. Voilà, donc c'était du micro-contenu, hein, c'était 6 secondes je crois de mémoire. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont créés sur Vine, qui ont eu une grosse popularité sur Vine, après Vine a fermé. Il me semble que ça avait été racheté par Twitter qui l'a fermé parce que ça ne générait pas de revenus. Et des gens qui étaient sur Vine sont devenus des célébrités sur YouTube. Par exemple, pareil, intéressant de s'y intéresser, Logan Paul, donc, qui est un abruti sur YouTube. Enfin, désolé s'il y a des fans. Logan Paul, ça vaut le coup de s'intéresser à son parcours parce que c'est un abruti qui doit avoir 10 millions de fans quand même sur YouTube. C'est quelqu'un qui vient de Vine et qui a réussi à faire la transition sur YouTube, notamment à travers le daily vlogging, donc le vlog quotidien. Le vlog, c'est le vidéo blog. Donc c'est la caméra, l'inside, enfin comment putain... Excusez-moi pour les grossièretés, je ne trouve pas de mot français. Bref, c'est se filmer soi-même la journée puis raconter sa journée. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre ces plateformes parce que si vous allez sur TikTok et que vous allez essayer d'avoir de l'audience sur TikTok, ce que vous allez mettre en place comme façon de comprendre la plateforme, les usages, les utilisateurs, pourra vous servir sur d'autres plateformes. C'est des logiques d'interaction avec des clients potentiels. Ce qu'il faut retenir, c'est que le téléphone a remplacé la télévision. S'il y a quelqu'un qui le conteste, il peut lever la main et sortir de la pièce. Non, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est la réalité. Si le téléphone a remplacé la télévision, il faut considérer que chaque plateforme comme une chaîne qui a son style unique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les mêmes types de contenus sur YouTube que sur Instagram, que sur Facebook, que sur TikTok, etc. etc. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail des différents contenus parce que je considère que le public que j'ai en face de moi le connaît bien. Et surtout, je veux passer à la partie où je vais vous faire une étude de cas plus complète. Donc maintenant, on va parler de contenu et ou publicité. C'est les stratégies qu'on peut avoir pour communiquer sur ces plateformes. La stratégie que je privilégierais le plus, c'est la stratégie de la création de contenu, d'intéresser les gens par du contenu. Mais la publicité peut marcher aussi selon certains cas. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et la publicité peut permettre de booster le contenu. Alors je vous rappelle les objectifs quand on communique auprès d'un public, surtout sur du digital. Capter l'attention, diffuser un message, susciter l'adhésion. Beaucoup de gens aujourd'hui s'arrêtent à capter l'attention. Il y a
peut-être que vous le faites, donc j'espère ne pas trop vous vexer. Il y a beaucoup trop d'utilisation de petits gifs, vous savez, les images animées qui sont intéressantes pour exprimer des choses. Moi, je considère que le GIF est un mode de communication dans une discussion ou dans des réactions à des commentaires, pas comme un contenu en lui-même. Il y a beaucoup de pages Facebook qui ne communiquent qu'à travers des GIFs, qui mettent un texte et qui mettent un GIF en dessous, un GIF générique qu'on aurait pu retrouver n'importe où. Le problème de ça, c'est que c'est très générique, c'est souvent pris dans une banque d'images de GIF et c'est pas adapté, c'est pas personnalisé dans le contenu de la page. Et puis, c'est pas vraiment ça capte l'attention, mais ça commence pas à transférer un message. Quand on capte l'attention, il faut déjà amener vers le message. Diffuser le message, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est important d'apporter de la valeur. Faire une page, encore une fois, où... je l'ai fait à une époque, moi, pour essayer de comprendre certains mécanismes de viralité. Si vous reprenez que des vidéos de partout sur le web, de trucs marrants ou de trucs trash ou des choses comme ça, vous allez avoir des gens qui vont réagir à votre contenu, qui vont peut-être même s'engager et qui vont vous suivre. Mais vous ne pourrez rien en faire parce que, à part leur raconter des trucs, des blagues débiles, vous n'aurez pas commencé la démarche pour leur vendre du shampoing ou les amener à venir à une course à pied. Donc, pensez à faire des contenus qui apportent de la valeur. Et par exemple, aujourd'hui, on est en train de filmer, ça sera sur YouTube. Je suis en train de donner de mes compétences. Ça pourrait être l'occasion pour moi de séances de consulting que je vends. Non, je considère que j'apporte de la valeur pour intéresser les gens. Et si les gens qui vont regarder, il y en aura peut-être que 10, que 20, que 50, mais qui vont regarder 2 heures de conférence et qui m'auront vu parler, seront plus à même potentiellement derrière de me contacter pour travailler avec moi. Il faut vous imaginer l'allégorie, allégorie est un grand mot, mais le parallèle avec les vidéos de coaching. Il y a beaucoup de vidéos pour comment avoir le ventre plat en faisant des abdos et tout. Et vous pouvez regarder les vidéos, il y a un coach qui vous explique comment faire des abdos. C'est pas parce que vous allez regarder la vidéo que vous allez avoir des abdos, parce qu'il faut faire les abdos en fait pour regarder la vidéo. Et c'est plus facile à faire en fait quand on a un coach qui est là pour nous pousser. Donc c'est pas parce qu'on donne du contenu qu'on sacrifie son potentiel business. Au contraire, on peut attirer des gens et les gens qu'on va attirer, même s'il y en a peu, ils seront prêts à être convertis en clients potentiels. Donc je suis très heureux aujourd'hui de vous offrir tout ce que je sais. Et de l'offrir aussi sur YouTube, ça ne me pose pas de problème par rapport à mon activité. Et puis le dernier point, c'est de susciter l'adhésion. Susciter l'adhésion, c'est développer ce qu'on appelle l'engagement. Donc je rappelle, l'engagement sur des contenus digitaux se mesure par le nombre de likes, le nombre de partages et le nombre de commentaires. Mon paramètre préféré étant le nombre de commentaires. Parce qu'un like, c'est bien gentil, on pose un like et on se barre. Quand on s'engage dans le commentaire et que nous, en tant que marketeur, on peut continuer la discussion, répondre aux commentaires, c'est là qu'on crée un lien et c'est là que derrière il peut se passer des choses. Et comme je le précise en petite conclusion en bas, on s'en fout du nombre de likes. Beaucoup de gens se battent pour les likes. J'ai une cliente qui est venue me voir récemment qui m'a dit « j'ai besoin de conseils, j'ai pas assez de likes sur mes réseaux sociaux ». Je lui ai dit « mais tu veux des likes, pourquoi faire ?» Parce qu'on m'a dit qu'il fallait avoir des likes. Et en fait, elle n'avait pas de stratégie digitale. Elle était sur les réseaux sociaux et elle mesurait sa performance sur les réseaux sociaux à son nombre de likes. Mais il n'y avait aucune stratégie pour capter l'attention, diffuser le message et susciter l'intérêt. Donc elle avait des likes, mais qui ne se seraient jamais transformés en vente. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'on revoie les choses depuis le début et qu'on essaye de réfléchir à, on parle souvent de un entonnoir de conversion ou un tunnel de vente. C'est toutes les étapes qui vont faire qu'on a un grand public au début, donc tout le monde dont on va capter l'attention, ceux à qui on arrivera à transmettre notre message et ceux qu'on arrivera à engager. Et c'est ceux qu'on arrivera à engager, c'est à la fin de l'entonnoir là qu'on va prendre ces gens-là et c'est à eux qu'on peut vendre. Et on va communiquer auprès de ces gens-là, on va communiquer vers des gens qui sont prêts à acheter. C'est bien différent de communiquer vers des gens qui sont prêts à acheter que de communiquer vers tout le monde en espérant que certains achètent. Donc la création de contenu, ce qui est important quel que soit votre projet, c'est de commencer par le why. Donc je vais vous montrer une conférence, un TED Talk, qui parle de Start with Why, et qui va vous expliquer ce que c'est que le why. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle.
Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products. And nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Ça vous a parlé ou pas? Donc ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il y a écrit sur cet écran. Donc les bons communicants commencent par le pourquoi, parlent ensuite du comment, pour finir par le quoi, ou le produit. L'auteur, c'est Simon Sinek, et je vous invite vraiment à le mettre dans vos favoris, cette conférence. Elle me semble totalement essentielle pour la communication en général et la communication digitale en particulier. Au passage, on a vu un exemple d'une vidéo dont la qualité n'est pas forcément parfaite, sur laquelle il y a des problèmes de son, mais qui pour autant a capté votre attention, pour la plupart, et vous a marqué. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'aborderai un peu plus tard. Le message, le contenu propre est souvent plus intéressant que la qualité, enfin que le contenant, que la qualité des images. Donc c'est bien beau de s'embêter 6 mois à vouloir faire la plus belle vidéo du monde. Il vaut peut-être faire une vidéo plus simple avec son smartphone, mais avec un vrai message intéressant. Ensuite, ce qui est important de définir puis d'exprimer, c'est ce qui est marqué ici.
Donc la notion de quelle est votre cause, à quoi vous servez. Alors cause, on ne parle pas forcément de cause humanitaire, mais pourquoi vous êtes là. Il explique très bien qu'Apple est là parce qu'ils essayent de challenger le statu quo, plutôt de dire nous on fait des ordinateurs avec le meilleur processeur du monde, ce qui est plutôt la communication de Microsoft. Et Apple, en communiquant comme ça sur d'abord son challenge du statu quo, il y a des pubs excellentes qui ont été faites là-dessus, où on ne voit pas un produit d'Apple, mais on voit que des gens qui ont challengé le statu quo, justement. Il me semble que dedans, il y a Gandhi, il y a John Lennon. Enfin, à vous de chercher certaines des pubs d'Apple sur YouTube, qui est votre ami. Donc, définir votre cause clairement. Pourquoi vous êtes là, pourquoi votre organisation existe et pourquoi on devrait s'y intéresser. Oui. Le statu quo, ça n'a pas le même sens en français qu'en anglais, il faut faire attention. En français, ça veut dire les choses comme elles sont aujourd'hui et qui ne bougent pas. Donc la situation actuelle. Leur slogan « Think different », ça veut vraiment dire ça. Penser différemment de la pensée unique, on va dire. Ça pourrait être, c'est pas la pensée unique, mais c'est la situation bloquée, le statu quo. Et donc, bien exprimer pourquoi votre organisation existe et pourquoi on devrait s'y intéresser. Beaucoup de gens ne le font pas, et ça fait qu'on ne s'intéresse pas à eux. Donc je reprends ce que disait Apple. Cette fois-ci, je vais vous le lire, parce que je vois que vous prenez beaucoup de notes. Donc ne regardez pas l'écran, écoutez-moi. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en cause du statu quo. On le fait en faisant des produits de qualité, bien designés et faciles à utiliser. Il se trouve que nous faisons des ordinateurs. Voulez-vous en acheter un? Donc on dit bien ce à quoi on croit, comment on le fait. Donc je crois en la remise en cause de la situation actuelle qui ne bouge pas. Je le fais en produisant des produits de qualité, bien designés et faciles à utiliser. Il se trouve que je fais un ordi, est-ce que vous voulez en acheter? Ces discours a permis à Apple de devenir rapidement un énorme vendeur de téléphones en 2007, alors qu'avant 2007, ils n'avaient jamais fait de téléphone. Qui parmi vous a un Windows Phone? Voilà, vous savez que ça existe? Oui. Donc, Microsoft a fait Windows Phone, mais avec sa façon de communiquer, on s'est dit non, mais un téléphone par Microsoft, non merci. Donc voilà comment fait Apple. Je vais renfoncer le clou sur une fois qu'on a défini son why, les étapes qu'il faut faire. Capter l'attention. Lui, il avait son Golden Circle de Simon Sinek. Là, c'est les 3 étapes de Benoît Dujardin. Vous pouvez noter. Capter l'attention, créer l'engagement et réaliser les ventes. Ensuite, pour passer dans le détail de ce qui peut être fait aujourd'hui en une bonne pratique pour 2020 en création de contenu, on va rentrer dans le... Alors, il y a différents triangles. Là, c'est encore une fois le triangle de Benoît Dujardin. La création de contenu, je vous suggère de fonctionner en entonnoir. Sans rentrer dans les détails du contenu, mais de dire on va avoir d'abord un premier élément de contenu qui est notre élément principal en version longue. L'idéal serait d'avoir une vidéo de version longue qui sort une fois par semaine sur YouTube. Ça peut être une émission, un podcast, un programme, une web-série, tout ce que vous voulez. Ça, c'est pour vos fans les plus engagés. Une fois que vous avez créé votre communauté qui a déjà des fans engagés, vous allez chercher à intéresser sur des versions longues des fans hardcore. Un bon exemple aux États-Unis de quelqu'un qui fait ça très bien, c'est Joe Rogan. Donc Joe Rogan, il fait du podcast. Alors il faut savoir que le podcast, c'est pas que audio, hein, il y a beaucoup de podcasts vidéo. Donc là, c'était un épisode qui date d'il y a plusieurs mois. C'était le 1169e épisode. Donc vous voyez qu'il fait beaucoup de contenu. Sa logique, c'est qu'il a des invités et il parle pendant autant de temps qu'ils veulent de sujets divers et variés, sans se donner trop de limites. L'intérêt de ce type d'émission, qu'on a adapté nous ici pour le SPN sur le programme Startinov, donc il y a un programme d'accélération des startups. Donc ils prennent des projets de startups qui sont très jeunes et pendant 3 mois ils les accélèrent, donc ils les accompagnent de façon intensive pour que le projet ait beaucoup avancé au bout de 3 mois.
Ce qu'on leur a proposé et ce qu'on fait avec eux, c'est une émission qui s'appelle Inside Startinov, où on a des invités, on discute de différents sujets du monde des startups, de façon assez libre pendant 1 heure. Donc l'idée, ça c'est notre contenu principal qui va intéresser peu de monde, mais on sait que eux, c'est nos fans hardcore. Joe Rogan, il fait ça, et donc quand il a reçu Elon Musk, qui est quand même pas un invité négligeable, il a fait 26 millions de vues sur son podcast sur Internet. Donc vous voyez que c'est... Alors, c'est pas venu du premier coup, vous voyez qu'il a 1169 podcasts au moment où j'ai diffusé où j'ai capturé cet écran. Ça s'installe dans la durée. Et c'est quelqu'un qui explique qu'il n'a jamais fait de publicité pour son podcast. Il a invité des gens et il a espéré que le bouche à oreille marche. On peut noter qu'il y a une notion quand même dans cette approche qui est la notion de growth hacking, que j'ai dit en français, growth hacking. Donc le hacking de la croissance, pourrait être exprimé comme ça. L'idée du growth hacking, c'est de profiter, de trouver une stratégie qui génère de la viralité ou la propagation assez large de ses idées. Et une des façons de le faire, c'est de hacker la notoriété d'une personne. Quand Joe Rogan reçoit Elon Musk, il va ramener vers chez lui, vers son podcast, tous les fans d'Elon Musk. Et donc, tous les fans d'Elon Musk, s'ils regardent l'émission en entier, vont avoir 2 heures, celle-là, il faisait 2h37. 2h37 de Joe Rogan qui parle avec Elon Musk, c'était super intéressant en plus. Je l'ai regardé, il fume de la weed et tout, c'est très marrant. Et la discussion est intéressante, et quand on a vu 2 heures de Joe Rogan, on a quand même commencé à développer un peu d'empathie avec le programme. Après, l'idée, c'est de ce contenu très large et très grand qui va intéresser pas forcément le plus grand nombre de personnes, c'est d'en tirer des micro-contenus. L'idée des micro-contenus, ça va être d'engager des gens qui ne nous connaissent pas forcément. En fait, c'est un mini best-of. Et sur une émission de 2 heures, vous pouvez avoir sur Startinov, ce qu'on fait ici avec le SPN. En général, j'ai 10 micro-contenus par émission, qui sont des vidéos de 30 secondes à 2 minutes, et qu'on peut diffuser. Donc la version longue, c'est plutôt sur YouTube, ce que je vous ai montré là. Après, les micro-contenus, on peut les diffuser sur tous les réseaux sociaux pour essayer d'attirer les gens vers la version longue de YouTube. Et même si ça ne les attire pas vers la version longue de YouTube, ça va leur apporter de la valeur pouvant être une information intéressante ou un moment de rigolade, donc la valeur divertissement. Et donc on peut leur apporter de la valeur sur différents réseaux sociaux et développer la marque ainsi. Joe Rogan, il le fait en ayant, je vais revenir en arrière, d'abord sa chaîne principale où il y a tous les podcasts longs, chaîne sur laquelle, j'ai fait une capture d'écran 3, il a de mémoire un grand nombre de millions d'abonnés, pour être très précis. Ensuite, il a une chaîne Joe Rogan Clips, que je vais regarder tout de suite sur mon smartphone, qui elle a 3 millions d'abonnés et qui a des extraits vidéo qui durent entre 3 et 15 minutes. Donc et qui font aussi un certain nombre de vues. L'idée de ces extraits vidéo, de cette deuxième chaîne, c'est vraiment de pouvoir capter des gens qui vont manger que les petits biscuits, que le petit apéritif, et qui ne vont pas forcément regarder l'émission en entier. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à faire une émission principale avec un macro-contenu, à en tirer les micro-contenus et à peut-être engager votre communauté pour leur dire dans les commentaires, dites-nous les moments que vous avez préférés dans l'émission, ce qui va vous faciliter le travail. Quelqu'un peut vous dire en fait de 3 minutes 30 à 4 minutes 12, quand vous parlez de ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc là, c'est une bonne façon d'engager la communauté et ça vous simplifie le travail pour savoir qu'est-ce que vous pourriez proposer en micro-contenu pour les gens que vous allez démarcher. Et ensuite, et uniquement que ensuite, une fois que les gens auront vu les macro-contenus, une fois qu'on aura attiré le plus de monde possible vers les macro-contenus, donc les contenus les plus longs, c'est là qu'on va essayer de faire de la publicité ciblée pour essayer de vendre quelque chose auprès des gens qui sont déjà engagés avec notre contenu. Une fois que vous aurez vu 10 podcasts de Joe Rogan qui font 2 heures, si Joe Rogan essaie de vous vendre quelque chose, vous serez beaucoup plus prêt à l'acheter que s'il arrive de nulle part avec une pub sur YouTube en vous disant achetez tel produit et tout, vous direz mais c'est qui ce mec, pourquoi il essaie de me vendre quelque chose. Et donc l'idée c'est vraiment de ne vendre qu'à ceux qui sont prêts à acheter. Ça paraît idiot, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place maintenant avec le marketing digital.
Contrairement à avant où on n'avait pas trop de traces, on ne pouvait pas trop repérer, suivre les gens qui aimaient les marques. Quand les pubs étaient dans les magazines, c'était difficile de savoir qui avait lu la pub, qui avait lu l'article, etc., etc. Avec les outils de mesure chiffrés sur les réseaux sociaux, maintenant on peut le faire. Donc les types de contenus à proposer, encore une fois, on en revient à ça. Ça peut être du texte, des photos, des vidéos ou de l'audio. Le texte, ça peut être sur votre site internet, ça peut être un blog. Les blogs marchent bien aussi. Des blogs thématiques, ça marche particulièrement bien pour le référencement naturel. Les photos, vous connaissez tous Instagram, donc vous voyez comment on peut communiquer à travers les photos et avoir des gens qui vous suivent. Vous voyez comment les influenceurs sur Instagram arrivent à avoir beaucoup de gens qui les suivent en leur racontant des choses et après à placer des produits que les marques essayent de leur faire vendre. Les vidéos, on a vu que le meilleur format, c'est peut-être de faire un format long, puis le raccourcir pour attirer plus de monde. Et l'audio, c'est le podcast aussi qui marche très bien. L'idée de ces contenus, c'est, avec ces contenus, c'est d'être efficace en référencement ou sur les réseaux sociaux. Quand j'ai fait cette présentation l'an dernier, le contenu est un peu varié, mais je m'étais arrêté là sur la partie marketing digital. Cette année, il y a une brique de plus. C'est la parenthèse SEO. Est-ce que vous, dans vos cours, vous étudiez le SEO ? Non ? D'accord. Ça tombe bien parce que j'ai des choses à vous raconter. Donc le SEO, je rappelle, c'est le Search Engine Optimization. Donc l'optimisation de votre site pour les moteurs de recherche. Quand on optimise son site pour les moteurs de recherche, notre but, c'est d'être bien placé dans le SERP. Le SERP, c'est S-E-R-P, Search Engine Result Page. Donc c'est la page, quand on tape une recherche, qu'on fait entrer, c'est la page de résultat de la recherche. Je préfère poser ces mots-là parce que je risque de les utiliser. C'est plus facile à dire SERP que page de résultat de recherche. Pourquoi je m'étais peu intéressé au SEO alors que c'est une partie importante du marketing digital jusqu'ici parce que j'avais beaucoup de résultats très probants sur les réseaux sociaux et qu'on ne peut pas être partout. Et moi, je m'étais vraiment spécialisé avec les gens avec qui je travaille sur réseaux sociaux. Sauf que sur certains sujets, il vaut mieux valoriser le référencement naturel que les réseaux sociaux. Et je vais vous donner un exemple très concret. Il se trouve que je suis aussi gérant d'une deuxième entreprise qui s'appelle ProBowlers et qui édite le site internet et l'application ProBowlers. Donc probowlers.com le site et l'application, c'est sur Android, iOS, etc. ProBowlers, c'est un site de statistiques de basket où on a toutes les statistiques de tous les matchs des 75 plus grosses ligues de basket à travers le monde. L'objectif de l'application quand on a créé, parce qu'on a créé l'application avant le site, c'était de permettre à un fan de basket qui est fan par exemple de l'équipe de France de basket de trouver rapidement les résultats de tous les joueurs de l'équipe de France parce que certains jouent en France, d'autres en NBA, d'autres en Turquie, d'autres en Israël, d'autres en Espagne. Et c'est compliqué d'aller faire le tour du web sur ces différents sites, surtout que je vous invite à aller voir les sites turcs et vous verrez que comment ça s'appelle l'alphabet là-bas, mais c'est pas l'alphabet européen, hein. C'est cyrillique ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y a des lettres un peu bizarres, pareil sur les sites israéliens. L'objectif pour nous, c'était donc de collecter toutes les stats, et quand vous vous inscrivez sur l'application ProBowlers, vous pouvez suivre vos joueurs favoris, et dès qu'ils jouent un match, vous recevez une alerte, un tel a joué, il a marqué tant de points, son équipe a gagné, et vous avez l'information. Donc on a lancé l'application, qui a connu un certain succès, et puis après on a lancé le site internet, qui a connu moins de succès. Et on était assez surpris parce qu'on se disait, c'est quand même bizarre, on a une quantité de contenu incroyable. Donc pour info, on a plus de 50 000 profils de joueurs, 5 000 équipes, plus de 200 000 matchs dans la base de données. Donc on a beaucoup de contenu sur le basket. On s'imaginait qu'on devrait être bien référencé sur le basket. Pour autant, on n'était pas très bien. Et puis on s'est mis à la SEO à partir de décembre dernier, en commençant par un audit qui nous a dit tout ce qu'on faisait très mal, et puis en mettant en place des actions derrière pour améliorer notre référencement. Donc je vous en parle parce que les résultats, c'est ça. Alors je ne vous ai pas mis les unités, les ordres de grandeur parce qu'on ne communique pas sur nos chiffres exacts. Mais par contre, ça c'est un document qui sort de Google Analytics d'avant-hier. Je dis avant-hier parce que hier, on a dépassé cette petite ligne là, donc on a fait notre deuxième meilleur score de tous les temps. Donc vous voyez, c'est il y a un an jusqu'à avant-hier.
Donc on était sur un volume assez faible par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ici, on a fait l'audit pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre site, pourquoi on n'est pas bien référencé, parce qu'on a beaucoup de contenu. À partir d'ici, on a implémenté des nouvelles façons de traiter notre site, et puis à partir d'ici, les résultats ont commencé à se faire, à augmenter et à donner des choses très très intéressantes, et on est sur une progression constante. Donc on n'est pas encore arrivé en haut de notre pic de progression. Et après, vous voyez qu'il y a des micro-événements. Là, c'est parce que tous les ans, il y a la draft NBA, donc c'est une cérémonie où les équipes choisissent leurs joueurs. La NBA, c'est une ligue fermée, et quand vous avez moins de 22 ans, si vous voulez jouer en NBA, il faut que vous passiez par la draft. C'est un moment où les équipes choisissent quels joueurs elles vont prendre. C'est un peu particulier, c'est pas ce qu'on a dans le sport européen. C'est un système qui permet, dans une ligue fermée, à ce que l'équipe la moins forte choisisse en premier le nouveau joueur pour que potentiellement elle ait le meilleur nouveau joueur, ce qui équilibre le niveau du championnat. Et donc là, il y a eu la draft, et il y a un joueur qui est passé par Poitiers qui s'appelle Sekou Doumbouya, qui a été choisi par l'équipe de Détroit. Et comme on était depuis longtemps, on avait un profil de Sekou Doumbouya qui était bien renseigné, et qu'on avait ciblé cet événement, on savait qu'il allait partir, qu'il allait être sélectionné. Comme les sites américains ne connaissaient pas encore ce gars-là parce qu'il n'avait pas encore été choisi, on était bien positionné et on a eu un gros pic ici. Et le pic là-bas, c'est quand il y a eu un match d'une équipe NBA contre une équipe chinoise. Et il se trouve qu'on s'occupe du championnat chinois depuis longtemps, ce que peu de plateformes font, donc on est très bien positionné sur les sites chinois. Et hier, on a battu notre record parce qu'il y a un joueur qui a fait son premier match au Beijing Ducks, donc aux Ducks de Pékin, et donc ça nous a fait aussi un pic de trafic. Alors comment on en arrive à ça? Déjà, je vais vous expliquer comment Google fonctionne. Et je pense que ça vraiment, faudrait vous intéresser. Donc encore une fois, pour tout ce que je vous dis, Google et YouTube sont vos amis. Vous tapez plein de recherches, vous tapez des recherches, vous avez plein de formations en ligne gratuites. Si vous creusez les sujets, vous pouvez trouver les contenus qui vous aident à creuser. Je vais vous poser les grandes lignes qui vous permettent de savoir à quoi vous intéresser si vraiment vous voulez avancer là-dessus. Donc on va parler que de Google parce que c'est 90% des recherches, mais les autres moteurs de recherche fonctionnent à peu près pareil. Donc Google parcourt le web et le recopie. Très régulièrement, ils parcourent tous les sites web. Et chez Google, ils ont, si tous les autres sites du monde disparaissaient, il y a une sauvegarde chez Google. Donc Google avale tout ce qu'il trouve sur Internet et le met sur ses serveurs et crée un index avec un algorithme tenu secret qui permet de dire, tiens, cette page, elle parle de ça, c'est elle qui parle le mieux de cette problématique, etc., etc. Donc, les résultats d'une recherche sont classés par pertinence selon cet algorithme secret. Donc, quand je cherche acheter des chaussures, il va me sortir le site que Google considère le plus pertinent sur l'achat de chaussures, selon un certain nombre de critères que je détaillerai tout à l'heure. Pour se positionner sur Google et pour avoir une stratégie de référencement efficace, il faut d'abord choisir un mot-clé. Un ou des mots-clés ou des expressions-clés. Donc un mot-clé, ça peut être acheter des chaussures. Là, en l'occurrence, c'est une expression, ou ça peut être chaussures. Quand on choisit le mot-clé, on va essayer de regarder deux choses. C'est le volume de recherche par rapport à ce mot-clé. C'est-à-dire que si je me positionne sur acheter les meilleures chaussures du monde, mais qu'il y a 2 recherches par mois sur ce sujet-là, c'est peut-être pas très intéressant pour moi. Si je me positionne sur chaussures, il y a peut-être 10 millions de recherches par mois sur chaussures, mais là, ce qu'on va regarder, c'est la concurrence. Et donc, chaussures, c'est peut-être un mot trop générique parce qu'on va avoir une concurrence énorme. Donc, l'idée, c'est de trouver, selon votre activité, de trouver un mot-clé qui va générer à la fois suffisamment de recherches et à la fois pas trop de concurrence. En général, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de se positionner plutôt, donc pour notre référencement de Pro Bowlers, plutôt de ne pas attaquer les joueurs NBA, qui sont très connus et très, très bien traités par les sites américains, mais par exemple se positionner sur Sekou Doumbouya, joueur français qui a joué au PB86. On savait qu'il allait en NBA, et on savait qu'on n'avait pas de concurrence au début sur ce joueur-là, parce que peu de sites en parlaient. Donc ça, sur d'autres sujets, ça peut être juste de se positionner sur une phrase plus longue. Par exemple, acheter des chaussures rouges. Peut-être qu'acheter des chaussures rouges, il y a moins de recherches qu'acheter des chaussures. Et donc ça veut dire que vous pouvez vous positionner et essayer de faire une page qui réponde bien à la demande d'acheter des chaussures rouges.
Alors, après, comment on se positionne? Il y a une règle des 4 C que j'ai empruntée à abondance.com. Abondance.com, qui est un excellent site sur le référencement naturel. Les 4 C du référencement, c'est le contenu, le code, la conception et la célébrité. Le contenu, c'est les titres dans votre page, la quantité de texte et le champ lexical. Si je veux me placer sur basketball, dans le champ lexical, il va y avoir match, point, panier, joueur, équipe. Ça fait partie du champ lexical des mots que Google considère comme allant avec basketball. Et si je me positionne sur basket même, si je ne mets pas ces mots de champ lexical avec, basket en anglais ça veut dire panier, si avec basket j'ai légumes, je ne trouve pas d'autres mots-clés comme ça, légumes, osier, des trucs comme ça, on va penser au panier en osier plutôt qu'au panier de basket. C'est pour ça que le champ lexical est très important pour améliorer votre positionnement. Donc pour vous prendre un exemple concret, voilà la page, comment vous la voyez si vous allez sur ProBowlers depuis un ordinateur. Et voilà ce que lit Google dans cette page. Donc je vais revenir en arrière. Il y a différents éléments sur la page à qui on a attribué dans le code des niveaux de titres et de contenu. Le plus important sur une page internet, c'est le H1. Donc ça, c'est dans le code HTML. Mais si vous utilisez un éditeur de texte comme WordPress ou des choses comme ça, c'est le titre 1. Le titre 1, il n'en faut qu'un par page et c'est l'élément le plus important de votre page. Si vous allez sur la moitié des sites que vous connaissez de marques, enfin de vente en ligne, de taille moyenne, vous allez voir que la moitié ne respecte même pas ça. Et nous, en l'occurrence, sur ProBowlers, on ne respectait même pas ça. Donc, on ne pouvait pas, ce joueur s'appelle Kawhi Leonard, on ne pouvait pas se positionner là-dessus, sur lui, parce qu'on n'avait même pas mis en titre 1, que sur la page qui lui est consacrée, on n'avait pas mis le titre 1 Kawhi Leonard. C'était une énorme erreur de notre part. Ensuite, il faut s'imaginer que dans vos titres 2 et 3, donc c'est comme quand vous faites un rapport de stage ou des choses comme ça, il faut qu'il y ait des éléments qui puissent correspondre à Kawhi Leonard ou au champ sémantique dans lequel il peut être. Donc vous voyez qu'on a répété plein de fois basketball, pour être sûr que Google comprenne bien que c'est un truc de basket. Et après, on parle de saison régulière, on parle de la NBA, on parle de ses stats, on parle des rebonds, qui sont un type de stats, on parle des points, on parle des assists, qui sont un type de stats. Et donc tout ça, en fait, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc on va prendre l'exemple de là, ici, là. Kawhi Leonard average in the NBA, c'est là. Voilà, c'est un titre 3. Et juste au-dessus, il y a titre 2 regular season. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment la base. C'est facile à faire quand vous créez votre site. C'est vraiment la base de la base de la base. Donc même si votre site n'est pas joli, même si vous ne faites pas ça, Google il comprend rien de ce qu'on lui raconte. Donc le titre, on vient d'en parler, donc bien faire une page. Et l'idéal, ce que je vous ai montré, c'est ce que voit Google d'abord en termes de titre. Et c'est ce qu'il va regarder en premier. Donc l'idéal, c'est si sur votre page, en lisant que les titres, on comprend de quoi parle la page, vous avez bien travaillé. Mais vous allez avoir des sites où, par exemple, nous, sur ProBowlers, au début, la page d'accueil, il y avait marqué News. Le titre 1, c'était News. C'était même pas Basketball News, c'était News. Vous pensez bien que News, je ne vais pas pouvoir me positionner en référencement sur News, parce que News, n'importe qui site peut faire n'importe quelle news sur n'importe quoi. Donc c'est des éléments de détail comme ça que beaucoup de gens ne font pas bien et qui leur coûtent beaucoup en référencement. Qui sommes-nous, des trucs comme ça, c'est pas un bon titre. C'est Momentum, l'agence de marketing digital, plutôt que qui sommes-nous. Et puis quand on clique, on a plus de détails. Donc il faut vraiment penser à ces choses-là. Et souvent, on fait des titres hyper génériques en se disant « ouais, c'est plus simple et tout ». Mais en fait, on se tire une balle dans le pied terrible en faisant ça. Ensuite, il y a la quantité de texte. C'est aussi un élément important. Il faut essayer d'avoir entre 500 minimum et plutôt 1000, c'est mieux. 1000 mots par page. Pourquoi 1000 mots par page? Parce que Google va comparer les pages selon différents critères. Et si vous avez des bons titres et des mots qui sont dans le champ lexical du titre concerné, du sujet concerné, et qu'il y en a beaucoup, potentiellement, à site égal, celui qui aura le plus de mots sera mieux référencé. Après, il y a d'autres critères dont je parlerai tout à l'heure. Et un des grands changements qu'on a fait dans ProBowlers, c'est qu'avant, on avait juste... ici, il y a les infos sur qui il est, sa taille et tout. Et puis, plus bas dans la page, on voit quelle est son équipe. On a juste rajouté ce texte.
Ce texte qui dit que Kawhi Leonard est un joueur de basket professionnel qui est né le 21 juin 1991 à Los Angeles, que sa taille c'est 6 pieds 7 pouces, qu'il joue petit ailier et qu'il a joué dernièrement aux Los Angeles Clippers. Mais en gros, la date de naissance, on l'avait déjà là, juste qu'on a transformé ça en phrase de texte, on a transformé ça en phrase de texte, on a transformé ça en phrase de texte. Ça nous permet d'avoir un minimum de contenu pour que Google ait des choses à lire. Google lit ça aussi, mais de façon moins marquante que le reste. Ensuite, le code. Donc, title, meta, microdata et autres gourmandises. Ce que je vais juste vous demander de retenir, c'est qu'il faut que votre page ait un title. Donc, le title dans une page, quand vous allez visiter la page, vous n'allez pas le voir forcément de façon très explicite, mais c'est le texte qui s'affiche dans l'onglet. Quand vous avez plusieurs onglets ouverts, c'est le texte qui s'affiche dans l'onglet en haut de la page. Et c'est aussi le texte qu'on trouvera dans le SERP, donc Search Engine Result Page, donc la page de résultats des recherches. Ici, ce qui s'affiche, c'est le title que j'ai appliqué à ma page. Donc vous voyez ici que dans mon title, j'ai bien fait attention à mettre le nom et le prénom du joueur, que j'ai dit que c'est un joueur de basket, et à la fin, j'ai précisé quel était mon site. Mais je n'ai pas commencé par Pro Bowlers, blablabla. Je n'ai pas besoin de mettre ma marque en avant. Ce que je veux, c'est que les gens qui cherchent Kawhi Leonard trouvent Kawhi Leonard. Après, ils verront que c'est Pro Bowlers. Et les métadescriptions, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur votre page, mais qui est juste dans le code. C'est la description de la page. Et d'ailleurs, j'aurais dû sauter une ligne parce que là, c'est juste l'URL. Dans la description de la page, j'ai dit à Google, quand tu affiches le résultat de la recherche, tu affiches ça comme texte. C'est très important parce que c'est bien d'être bien référencé, d'être bien positionné, mais ce qui est important après, c'est la bataille pour le clic. Et la façon dont vous allez présenter vos titres et vos contenus vont faire qu'entre 3 résultats différents, vous allez plus cliquer sur l'un que sur l'autre. Parce qu'il va y avoir une accroche qui va vous dire, tiens, c'est là que je vais trouver le contenu qui m'intéresse. Ensuite, il y a la conception. La règle des 3 clics. Sur un site internet, il faut qu'on accède à n'importe quelle partie du site en 3 clics maximum. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir votre conception et votre arborescence de site pour que vraiment on puisse accéder au fond du contenu en 3 clics maximum. En général, on n'y arrive pas, mais il faut quand même que l'essentiel, le plus intéressant de votre contenu soit accessible en 3 clics. Il faut que votre site soit responsif. Ça veut dire qu'il faut qu'il s'adapte aux différents outils qui sont utilisés pour le lire. Et il faut que le temps de chargement, par exemple, soit rapide. Google prend ces éléments-là en compte dans son algorithme pour dire, tiens, je vais mettre ce site-là en haut des résultats de recherche. Si votre site a des photos énormes qui mettent beaucoup de temps à charger, vous allez pénaliser par Google, parce que les visiteurs mettre du temps à charger le site. Donc le responsive, c'est ça, c'est que la page que je vous ai montrée tout à l'heure, ça c'est en format ordinateur, ça c'est en format smartphone. C'est le même code, c'est la même page, elle se met toute seule au bon format, en utilisant des outils de développement, et par exemple Bootstrap, qui, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un outil qui permet de programmer en adaptant la taille du site. Donc ça, même si ce n'est pas vous qui développez le site, c'est votre rôle en tant que marketeur d'aller vérifier le travail de vos collègues et d'aller regarder dans le code. Donc parfois le code est un peu illisible, mais vous faites juste une recherche notamment sur le title. Vous tapez title dans la recherche, ça va vous arriver sur l'endroit. Sur les méta, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et sur les titres c'est des H. H1 comme heading ou header, H1, H2, H3. C'est votre rôle de vérifier qu'on a mis les bons textes là-dedans pour être bien référencé. Franchement, ça change tout. Vous avez vu la courbe au début. Nous, on est sur une progression le trafic d'hier, c'est 900% fois plus important que le trafic de la même date il y a 1 an pour nous. Donc, quand même quelque chose à évoquer. Et le dernier point, c'est la célébrité. Donc, la célébrité de votre site, c'est plusieurs critères, mais principalement les liens entrants. Google va regarder tous les sites qui font des liens qui renvoient vers votre site et va considérer que plus vous avez de sites avec des liens entrants, plus vous êtes une source de contenu fiable et donc plus vous méritez d'être haut dans la page de résultats de recherche. Comment on obtient des liens entrants? Eh ben, en allant voir des sites qui parlent de votre sujet, en leur disant au fait, nous on a écrit un article sur tel truc, on a écrit un article sur comment choisir son orientation à la fin de ses études, qui met bien évidemment en avant l'IAE. Ça, vous pouvez proposer cet article-là à un site qui parle de l'orientation en lui disant vous pourriez peut-être faire un lien vers chez nous. Il y a une autre stratégie qui consiste à faire du guest post, c'est-à-dire publier du contenu en tant qu'invité. Vous allez dire à un site qui a beaucoup de trafic,
écoutez, moi je peux vous écrire un article sur tel sujet dont je suis expert, qui correspond à votre champ d'activité. Vous allez écrire l'article et en échange, vous allez demander à ce qu'il y ait des liens qui renvoient vers votre site. Donc vous allez donner du contenu à l'autre. C'est du travail un peu gratuit, mais en fait c'est surtout de l'investissement en référencement, puisque si votre site partenaire a beaucoup de trafic, ça va vous valoriser. Un exemple qu'on a fait nous, c'est qu'il y a un site, le plus gros site français de basket s'appelle basketusa.com, il parle de la NBA, et on lui a proposé plusieurs fois des articles où on venait faire des articles sur des stats des joueurs que Basket USA n'avait pas fait. Et on leur a dit on vous donne l'article, par contre il y avait des liens vers les fiches des joueurs chez nous, ce qui permettait que tout le trafic, alors à la fois que leurs visiteurs cliquent sur les liens pour venir chez nous, mais aussi surtout pour que Google, quand il navigue sur ce site-là, à qui il a donné une bonne note parce que lui-même a beaucoup de liens entrants, quand il voit que ce site-là a un lien qui vient vers chez nous, ça lui dit tiens, ProBowlers, c'est peut-être pas des nuls. Voilà, ça a été un peu rapide, mais on pourra en reparler cet après-midi si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie SEO? C'était clair ou pas pour vous? Ouais, d'accord. Donc ça, c'est les grosses bases. Déjà, si vous avez répondu à peu près bien à ces points-là, vous êtes bien. Et après, ce qui se pratique beaucoup dans le métier, c'est de faire travailler des entreprises sur de la rédaction SEO. C'est-à-dire des entreprises qui vont faire un travail de... Ils vont rédiger soit rédiger l'article, soit reprendre un article que vous avez écrit, et vérifier qu'il y a assez de redondance de certains mots, du champ lexical du mot que vous ciblez, pour être bien référencé. Donc encore une fois, un article sur le basket, est-ce qu'on a mis assez de fois joueur, est-ce qu'on a mis assez de fois équipe, est-ce qu'on a mis assez de fois le nom d'un autre joueur, est-ce qu'on a mis assez de fois panier, point, des choses comme ça. Il y a des logiciels qui vous permettent de calculer ça et qui vous permettent de savoir quels sont les mots qu'il faut vous placer dans les articles. Et il y a une entreprise qui s'appelle Distance Service, qui est au Futuroscope, qui fait ça très bien et que je fais travailler moi pour le nouveau site de Momentum, avec la volonté de se positionner par exemple sur Agence de communication Poitiers. Si je me positionnais sur Agence de communication, il y en a partout en France, donc déjà quelqu'un qui est à Marseille et qui cherche une agence de communication, ça ne m'intéresse pas de le toucher. Et puis il y a une concurrence énorme. Agence de communication Poitiers, il y a moins de recherches, mais j'ai regardé, il doit y en avoir, je ne sais plus, mais de mémoire, peut-être 120 par mois, c'est pas beaucoup. Mais moi, si j'ai un client de nouveau par mois, j'ai gagné. Donc c'est pas la peine de se positionner sur des trucs trop importants. Pour revenir à ProBowlers, nous, on cherche à se positionner sur des recherches qui font entre 2 et 10 000 volumes de recherche par mois. Quand il y a une recherche qui est cherchée 10 000 fois par mois, si vous êtes dans le top 5 de la recherche, vous pouvez espérer 500 à 1000 visites. Ce n'est pas égal au nombre de recherches, parce qu'après, ils peuvent cliquer à différents endroits, ne pas poursuivre après avoir fait leur recherche, il peut se passer beaucoup de choses. Toujours est-il que voilà, il faut bien choisir ces éléments. Donc voilà pour la fin de la parenthèse SEO. On va aborder maintenant la publicité de façon assez rapide. Pourquoi je vais aller rapidement sur la publicité? Parce que mon expertise, c'est surtout la publicité sur les réseaux sociaux. J'utilise beaucoup moins les AdWords de Google ou des choses comme ça. Donc je n'ai pas envie de vous passer beaucoup de temps à vous expliquer quelque chose que j'utilise moins. Et par ailleurs, dans l'étude de cas qu'on fera après la pause, je vais vous en parler beaucoup de la publicité, donc ce n'est pas la peine que je rentre trop dans le détail. Donc la publicité, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de capter l'attention de nouveaux prospects, des gens qui ne vous connaissent pas et que vous avez envie d'intéresser ou à qui vous avez envie de faire découvrir votre marque. Donc elle prend cette forme-là dans ces cas-là. Donc vous voyez sur la recherche chaussures de sport, Google aujourd'hui est vraiment sur cette recherche-là gavé de publicité parce que vous voyez que dans la première partie de l'écran, avant que je descende plus bas dans la page, je n'ai que des pubs. Après, si on fait une recherche apprendre à lire, là déjà c'est moins agressif en termes de pub. Et donc ça c'est le fameux SERP, Search Engine Result Page, donc la page de résultats de moteur de recherche, qui peut prendre différentes formes selon les recherches que vous faites. Vous voyez que là, sur chaussures de sport, Google va me proposer une carte en me proposant des magasins de chaussures de sport pas loin de chez moi. Sur apprendre à lire, bon, il n'y a pas de magasin apprendre à lire pas loin de chez moi, donc il va me proposer plutôt d'autres choses. Et là, il pousse des vidéos YouTube. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, YouTube, deuxième moteur de recherche, parce que aussi, il appartient à la même entreprise que Google, qui s'appelle Alphabet. Et donc, ça fait partie de l'univers. Et là, vous voyez que les pubs sont plutôt sur le côté. Et là, on a des différents éléments de contenu qui sont bien référencés. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais l'URL, même si c'est de moins en moins,
a un rôle important dans le référencement. C'est mieux de s'appeler apprendre-à-lire.net pour être bien référencé, mais encore faut-il avoir du contenu qui marche bien dans ce domaine-là. Sur les réseaux sociaux, vous avez dû en manger un certain nombre de pubs, donc je vous montre quand même où ça peut se positionner. Donc là, c'est la meilleure partie pour la pub puisqu'elle va se trouver entre une publication d'un de mes amis et une publication d'un autre de mes amis. Donc je vais être attentif aux publications de mes amis. Il est probable que je vois cette pub, même si rapidement je vois que c'est une pub et que je suis moins attentif, il est probable que je le vois. Il est probable par contre que je vois moins la pub sur ce côté-là. Si on revient à Google, par le passé, la plupart des pubs étaient ici. Et en fait, ils ont fait des études et ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, par l'utilisation et l'habitude, les gens ne voyaient plus cette zone de l'écran. Ils avaient identifié que c'était de la pub, donc ils ne regardaient même plus. Donc là, c'est des pubs plus intelligentes parce que c'est directement boutique. Mais sur la plupart des recherches Google, vous ne trouverez plus rien dans la colonne de droite. Sur Facebook, dans la colonne de droite, il y a toujours des pubs, mais c'est les pubs les moins efficaces, qui sont aussi les moins chères. Et c'est pas étonnant. La pub sur les réseaux sociaux, parce que je ne le dirai pas tout à l'heure, mais c'est juste pour vous rappeler. Donc là, on est repassé en mode smartphone. C'est une publication de Momentum Production. Je peux, si je veux, booster la publication. Alors, au passage, on voit que le reach s'est complètement effondré. J'ai près de 10 000 fans sur ma page. Je publie un post. Il touche soi-disant 1212 personnes. Mais en fait, ils considèrent que c'est des personnes... Si je passe très vite comme ça et que c'est passé dans mon truc, ils considèrent que je l'ai touché. Donc le plus intéressant, c'est les chiffres d'engagement. Et là, j'ai 7 likes et 2 partages, ce qui est globalement catastrophique. C'est pas parce que Momentum a perdu de son glamour, c'est plutôt que l'algorithme sanctionne très nettement le reach, comme je vous disais tout à l'heure, pour laisser plus de place au contenu des amis et pour vous pousser à acheter de la pub. Donc la façon la plus simple de faire de la pub sur Google, c'est cliquer sur le bouton « Booster la publication ». Qui l'a déjà fait ici? D'accord. Pas tant que ça. Donc il y a deux façons de gérer les pubs. Soit on peut aller dans l'outil de gestion de publicité, donc vous allez sur votre menu, je l'ai là, vous allez ici, hop, vous cliquez, et puis il y aura quelque chose, gérer les publicités. Pour gérer des publicités, il faut avoir une page. Je vous rappelle que ça, c'est un profil, c'est moi, perso. Une page, c'est une marque, une entreprise, une association, tout ce que vous voulez. Donc pour gérer les pubs, il faut avoir une page. Quand on a une page, on a ce bouton qui apparaît, on peut cliquer dessus. Quand on clique dessus, ça nous propose différents types d'outils de ciblage. De ciblage, pardon. Donc on peut choisir l'audience personne choisie par intermédiaire de ciblage, donc ça c'est un ciblage particulier, personne qui aime votre page, personne qui aime votre page de leurs amis. Et là vous voyez des cibles que j'ai déjà préenregistrées, donc j'ai une cible les femmes à Poitiers par exemple. J'ai une cible Poitiers ville uniquement. Les femmes à Poitiers, c'est parce qu'à une époque on faisait des campagnes de com pour High the Moon, des anciens de l'IAE qui ont créé un soutien-gorge à pochette. Donc vous pouvez ouvrir et puis mettre votre carte bleue dans le soutien-gorge. Et on avait fait une campagne de pub avec eux qui avait eu... Tu te rappelles? Non, en plus. Non, dans les 20 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc ici, vous pouvez choisir votre cible et puis mettre un montant de publicité, une durée, et ça vous estime le nombre de personnes qui vont voir votre pub. On peut créer une nouvelle audience. Donc vous voyez que je peux choisir la zone géographique de l'audience, je peux choisir l'âge des gens, je peux choisir le sexe, et je peux même aller plus loin en rentrant dans les outils et aller choisir des passions. Donc là, il y a des centres d'intérêt, et j'avais cliqué sur sport, et là, je peux choisir ceux qui aiment le marathon, par exemple. On peut aller encore plus loin, c'est dans l'outil de publicité, ça c'est pour le smartphone, c'est pour faire les choses vite. Sur la version ordinateur, dans l'outil de publicité, on peut vraiment aller plus loin, et je vous expliquerai tout à l'heure comment on l'a déjà fait sur d'autres projets. Donc là, on va choisir nos cibles, et ça veut dire que si je choisis le golf, je peux cibler les gens qui ont un intérêt pour le golf et qui sont dans la Vienne et qui sont des hommes de 35 à 45 ans, par exemple. Comment Google arrive à faire ça? Comment Facebook arrive à faire ça? Quand vous allez sur Facebook et que vous likez une publication qui parle de golf, il se dit tiens, ça peut peut-être lui plaire le golf. Si vous likez une page qui aime le golf, il se dit ah tiens, lui, il aime vraiment le golf. Voilà, c'est comme ça qu'il peut mesurer votre intérêt pour les sujets. Donc, capter l'attention de nouveaux prospects ou développer l'engagement des gens qui connaissent déjà votre produit. Et ça, je vais vous montrer comment
vous le subissez tous les jours. Donc on est toujours dans mon activity feed de Facebook. Donc vous voyez, j'ai entouré la pub pour le nouveau Polaroid. Alors pourquoi je vois cette pub? Vous notez, c'est pareil sur les smartphones, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points qui sont en haut et vous avez une option qui vous dit pourquoi je vois cette pub. C'est quand même intéressant de savoir quand on est ciblé par un produit, comment ça se fait qu'on est ciblé par ce produit. Sur ce cas précis, pourquoi je vois cette publicité? Il me propose plusieurs options parce qu'il a l'air de pas trop savoir, mais moi je sais. C'est parce que j'ai déjà visité leur site. Parce qu'effectivement, il y a 3 jours, j'ai trouvé ça marrant ce truc-là. Donc vous posez votre téléphone et puis vous pouvez imprimer un Polaroid à partir d'une photo prise dans votre téléphone. J'ai visité le site et sur les sites internet, on peut mettre ce qui s'appelle le pixel Facebook. Donc c'est un petit bout de code invisible qui va surveiller tous les visiteurs de votre site et les mettre, si leur Facebook n'est pas déconnecté, les mettre dans une cible Facebook. Qui parmi vous, quand il est sur son ordinateur et qu'il ferme Facebook, se déconnecte? Levez la main. Ok. Donc une énorme minorité. En fait, globalement, personne ne se déconnecte de Facebook, sauf quand on est sur des ordinateurs publics. Et comme vous ne vous déconnectez pas de Facebook, le cookie, qui est le petit agent de surveillance qui est activé, le cookie Facebook est actif. Et quand vous allez sur des sites, si ces sites ont mis le code pixel Facebook, le site, via le pixel Facebook, dit à Facebook « Est-ce que tu peux noter, cette personne est en train de me visiter ?» Ce qui fait que moi j'ai visité le site de vente de matériel Polaroid, ils m'ont mis dans une audience Facebook, et Polaroid s'est dit « Je vais recibler tous les gens qui sont venus sur mon site, parce qu'a priori s'ils sont venus sur mon site, c'est qu'ils sont déjà un peu intéressés par mon produit. » Je recible, je répète le message, et au bout d'un moment, je vais bien réussir à vendre. C'est comme ça que vous trouvez que dans vos navigations, que ce soit sur Google ou sur Facebook, ça vous arrive. Qui a déjà vu quelque chose qu'il avait visité avant et qu'il retrouve dans son Facebook? Tout le monde? Ouais, voilà. Donc vous êtes tous ciblés de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Pour ma part, je trouve, en tant que consommateur, je trouve que c'est pas si mal. Parce qu'avant, j'avais des pubs pour des couches sur Google, sur YouTube, c'est parfait. Des pubs pour l'incontinence, par exemple. Bon, j'ai beau avoir 35 ans depuis 2012, je ne suis pas encore incontinent. Enfin, des pubs voilà, qui n'étaient pas du tout adaptées à moi. Tant qu'à faire, autant avoir des pubs qui sont adaptées à moi. Mais ça pose quand même une question sur l'usage qui peut être fait de ces outils-là, et notamment avec des volontés plutôt négatives. Et là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais tout ce qui a été fait par les Russes sur les élections américaines, ou tout ce qui peut être fait régulièrement pour manipuler un peu les foules, ça peut laisser dubitatif. Donc on a fini la première partie théorique. L'idée c'était de remettre tout le monde au même niveau pour être sûr qu'on comprenne ce que je raconte après. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il y a une pause.